nous vivons noyés dans une mer d'images. Trop d'images, trop vite, trop plates. Dans cette chambre de projection mentale que nous appelons encore réalité, le visible se vide de toute transcendance. Chaque image efface la précédente dans un sabbat perpétuel de données, de filtres, de boucles. Et au cœur de ce délire visuel, nous perdons la foi dans l'image. Car ce qu'elle donne à voir ne vaut plus rien. Tout peut être généré, altéré, produit artificiellement. Today, we are going to learn how to create content on TikTok using the TikTok effect. Alors, remontons. Remontons à un moment où la photographie, au lieu de documenter le monde, a tenté de documenter l'au-delà. Bienvenue dans le royaume de la photographie spirit, un territoire brumeux entre croyances, techniques, escroquerie et art visionnaire. Le spiritisme comme origine. Dès les années 1860, dans le sillage du spiritisme codifié par Allan Kardec, des expérimentateurs prétendent photographier les âmes, les auras, les esprits. Les photographies spirites ne sont pas des images du monde visible, ce sont des images du monde parallèle. Le mot spiritisme est un néologisme inventé par Allan Kardec dès 1857, probablement inspiré de l'anglais spiritisme. Ouais, pardonnez-moi mon accent. Spiritisme, en Suisse. Avant lui, on parlait de phénomènes magnétiques, de spiritualisme moderne. Mais en France, le mot spiritualisme désigne déjà une école philosophique. Il fallait un autre terme. Le spiritisme devient alors un pont entre science et religion, affirmant l'existence de lois morales, de la réincarnation, de la communication avec les défunts. Ses adeptes, les spirites, sa méthode, la transe, le contact, la codification de l'invisible. Bref, les guénoniens pètent un câble et y a de quoi, c'est n'importe quoi. Mais quoique, il y a peut-être quand même des petites pistes intéressantes. Mais c'est bien sûr complètement dégénéré. La photographie spirit est fluidique. Deux grandes tendances se dessinent. La photographie spirit, proprement dite, elle fait apparaître des spectres humains reconnaissables. Par exemple, William Mumler, à Boston, prétend photographier des esprits des morts. Il ira jusqu'à produire une image avec le soi-disant fantôme de Lincoln. Jugé pour escroquerie, il sera acquitté, mais il a ouvert une brèche. Les arnaques commencent. Et pourtant, la photographie fluidique, elle ne représente pas des morts, mais des forces vitales, invisibles, des halos, des vapeurs, des effusions lumineuses émanant du corps. Elle dialogue entre les rayons X, je rappelle 1895, qui eux cherchent le squelette, tandis que la photographie fluidique cherche l'âme. Ces images sont souvent produites lors de rituels photographiques. Le médium entre en transe, le photographe truque. Mais derrière le trucage, il y a une intention métaphysique sincère, voir l'invisible, capter l'au-delà, faire image avec l'impossible. Alors oui, bien sûr, on pourrait critiquer aujourd'hui ces photographies spirites ou fluidiques, les juger comme de simples montages naïfs. Mais n'oublions pas qu'à la même époque, une autre révolution visuelle secouait la science elle-même, celle des rayons X, je vous en ai parlé. Quand le docteur Antoine Becler, l'un des pionniers de la radiologie française, voit les premières radios, il parle de chemin de la terre promise. On est carrément dans un registre religieux. Cette voie m'apparut comme le chemin de la terre promise. Je m'y engageai. L'enthousiasme est tel qu'en quelques mois seulement, des centaines de services de radiologie voient le jour dans les hôpitaux. Les appareils à rayons X y sont même installés plusieurs années avant l'électricité. Imaginez la scène, pas d'ampoule, pas de courant électrique, on actionne à la main, à la manivelle, la machine qui produit la haute tension. On tourne, on mouline, et un squelette vivant apparaît sur la plaque photosensible. C'est à la fois magique,
mystique et scientifique. Et c'est exactement cette ambivalence qui fait que, parallèlement, on croit tout aussi facilement à des fantômes sourds verts, à des fluides invisibles ou à des esprits photographiés. Nous, aujourd'hui, on est blasés. On regarde une radio sans frisson. Mais pour ces hommes et ces femmes, à la fin du 19e, chaque image révélait l'invisible. Et ce vertige, c'est ça que je voulais vous rappeler. Et puis, il faut dire que ce plaisir de manipuler l'image, de jouer avec l'apparition et la disparition, il est universel. On l'a tous fait. Moi, par exemple, avec ma première caméra H8, fin des années 90, le premier truc que j'ai appris, c'est le stop move. Éteindre, déplacer un objet ou une personne, rallumer, et hop, ça disparaît. Effet de montage artisanal, petit frisson du faux, petit miracle de l'image. Je te promets que quand tu as 10 ans, tu hallucines quand tu fais cet effet. Et c'est exactement ce que découvre Georges Méliès, le père du trucage au cinéma. Écoutez ce qu'il raconte lui-même. Veut-on savoir comment me vint la première idée d'appliquer le truc au cinématographe ? Bien simplement, ma foi. Un blocage de l'appareil dont je me servais au début produisit un effet inconnu, un jour que je photographiais, prosaïquement, la place de l'Opéra. 1 minute fut nécessaire pour débloquer la pellicule et remettre l'appareil en marche. Pendant cette minute, les passants, omnibus, voitures avaient changé de place, bien entendu. En projetant la bande ressoudée au point où s'était produite la rupture, je vis subitement un omnibus Madeleine Bastille changé en corbillard et des hommes changés en femmes. Le truc par substitution, dit truc à arrêt, était trouvé. Et 2 jours après, j'exécutais les premières métamorphoses d'hommes en femmes et les premières disparitions subites qui eurent au début un si grand succès. C'est grâce à ce truc fort simple que j'exécutais les premières féeries, le manoir du diable, le diable au couvent, Cendrillon, etc. Voilà, tout est là. Un bug technique qui devient art magique, un glitch mécanique qui ouvre la porte à la transformation. Et ce que Méliès fait, on le refait tous. Instinctivement, dès qu'on tient une caméra, c'est un archétype de l'image. Et c'est pourquoi il est essentiel dans cet épisode de raconter cette continuité, celle du désir de jouer avec le visible, de faire apparaître ce qui n'est pas là. Depuis la photo spirit jusqu'à la caméra numérique, en passant par Méliès, et aujourd'hui c'est Chandrilla générative. Bref, je m'énerve. Non, on va y revenir. Mais c'est toujours cette même volonté. Bon, on y retourne, autre sujet. Il y a une idée, comme un écho de l'ésotérisme de l'Antiquité, c'est que les femmes et leur corps est le dispositif sensible entre 2 mondes. Elles incarnent une technologie vivante, celle du réceptacle. Et il y aura toute une fantasmagorie, c'est le cas de le dire, sur la femme, sur la médium. Et c'est à ce titre qu'à partir des années 1900, un phénomène occupe une place centrale dans les séances spirites photographiées, l'ectoplasme. Substance mystérieuse censée émaner du corps du médium, souvent par la bouche, les narines ou divers orifices, même parfois du torse. L'ectoplasme est décrit comme une matérialisation provisoire de l'esprit, une sorte de voile entre les mondes. Il peut prendre la forme de visages flottants, de mains détachées, de figures informes. Mais ce qui est frappant, c'est sa texture. Dans les photographies, l'ectoplasme ressemble souvent à un tissu froissé, des compresses, des bouts de gaz chirurgical ou même des découpages de magazines collés maladroitement. Il y a une forme de théâtralité du surnaturel, un rituel grotesque à mi-chemin entre la performance et le bricolage. Mais ces mises en scène laborieuses, parfois risibles, ne doivent pas masquer l'intention symbolique, faire exister l'invisible dans un médium visible, donner corps, même maladroitement, à ce qui échappe à la chair. Là encore, le parallèle avec les rayons X est troublant,
elle montre le théâtre de notre besoin de croire et la force plastique de nos illusions. À la même époque, en France, Étienne Jules Marais invente la chronophotographie pour analyser scientifiquement la locomotion du vivant. Il s'agit de découper le temps, d'enregistrer sur une seule image une succession de positions. L'œil qui parcourt les plaques chronophotographiques fait l'expérience d'une discontinuité au sein de la continuité. Didier Huberman écrit « Chaque phénomène, chaque mouvement est un mixte de continu et de discontinu. » Les pauses longues fréquentes chez Marais étirent le geste. Même les mouvements d'air sont rendus visibles, comme des bougées in vivo. J'y reviendrai avec ce terme bouger. Le flou devient ici un outil d'analyse, une visualisation de l'invisible mécanique. La pellicule devient active, elle vibre. Alors vous savez, je pourrais aussi vous faire un tunnel avec Muybridge, polémique que les peintres avaient à l'époque, et les scientifiques, c'était simplement de savoir quel était le mouvement du cheval au galop. La controverse ou la polémique du cheval au galop, avec l'idée de est-ce que les 4 pattes sont en l'air, ou est-ce qu'il y a 3 pattes à un moment donné qui touchent le sol, ou pas, 2, enfin bref, c'était comment est le cheval. Parce qu'effectivement à l'époque, les peintres avaient tendance, dans les scènes de chasse, à faire des chevaux de manège. C'est un chapitre très connu dans l'histoire de l'art et effectivement après Muybridge et Marais il y a plus de problèmes. Bon, ça c'est un autre chapitre, on s'éloigne de nos sujets occultes, mais voilà, c'était juste pour vous rappeler que il y avait cette problématique aussi de la science avec la peinture. Mais maintenant j'ai envie de vous parler du photodynamisme parce que j'ai utilisé le terme de vibration. À l'opposé de la voie scientifique de Marais, Anton Giulio Bragaglia invente en 1913 le photodynamisme futuriste. Son manifeste Photodynamismo Futurista rejette la photographie ordinaire, qu'il juge glacée, mécanique, morte. Il ne veut pas fixer un instant, mais saisir le souffle du mouvement, le flux de la vie dans la chair. Ces photographies, comme la gifle, ne montrent ni début ni fin, mais la trajectoire de l'élan vital, le sillage lumineux d'un geste. Le flou n'y efface rien, il transfigure. Une épreuve photodynamique n'est pas un cliché flou, mais une représentation animée. Bragaglia affirme que lui et son frère Arturo ne sont pas photographes. Ils ne font pas des images, ils font des incantations visuelles. Le photodynamisme synthétise, il anime, il dématérialise, sans effacer. C'est une sorte de voie mystique proche du cinéma, où le corps devient pulsation, lumière, présence volatile. Alors personnellement, je suis complètement fan de ce travail. D'ailleurs, on aurait un épisode à faire sur l'esthétique du futurisme italien. Ayant les casseroles fascistes, c'est souvent un mouvement qui est un petit peu dénaturé et mal compris. Et pourtant, Dieu sait comme c'est intéressant. Bragaglia et ses incantations visuelles. Enfin bref, Bragaglia, je trouve ça extraordinaire. Dans les années 1930, Simon Kirlian et sa femme Valentina développent par hasard une technique photographique permettant de capter les halos lumineux autour des objets et des corps vivants. Ils affirment que ces effets corona obtenus par haute tension révèlent la signature énergétique de l'être. On baptise cela la photographie Kirlian.
Évidemment, les scientifiques crient à l'artefact. Mais une fois de plus, la fonction poétique de l'image dépasse sa véracité technique. L'aura devient visible. Et l'art visionnaire trouve un nouvel outil pour projeter la vie intérieure sur la surface sensible. Et puis, il y a cette photo stupéfiante, presque oubliée mais essentielle, celle de Louis d'Arguet qui, vers 1896, place une plaque photographique vierge sur le front d'un dormeur, espérant ainsi fixer l'image de son rêve. L'expérience donne naissance à une image imprécise, une tache flottante. Mais dans cette tache, Darguet voit un aigle. L'aigle du rêve, capté directement depuis l'intérieur du crâne endormi, une image venue non pas du réel, mais de l'inconscient, sans optique, sans chimie, sans sujet visible. Là encore, comme un écho à l'alchimie photographique spirit, le médium devient surface et le rêve projection. Les surréalistes, eux, ne pouvaient pas rater un tel festin. Raoul Ubach expérimente des brûlages, sorte de solarisation extrême où les corps se fondent dans les brumes d'acide, créant des effets de nappe, de vapeur, de liquide sensible, comme si la chimie rejoignait la sorcellerie. Et peut-être que comme aux origines de la camera obscura, ce qui importe n'est pas l'image, mais le moment de formation, le théâtre intérieur, l'éclat entre deux mondes. Alors ici, depuis la mysticosphère, je vous propose de ne plus demander à l'image de montrer, mais de faire signe vers l'invisible, vers l'ineffable, vers l'amour. Je rajouterai une chose, les amis. Comme tout ce qu'on aime, il faut aussi s'en méfier. Méfiez-vous des images, méfiez-vous des IA. Elles savent tout faire. Elles créent, elles imitent, elles séduisent, mais elles ne croient en rien. Elles ne naissent d'aucun rituel, elles ne surgissent d'aucune absence. Elles fabriquent sans mémoire, sans perte, sans deuil. Et c'est pour ça qu'au fond, aussi belles soient-elles, aussi puissantes, aussi bluffantes, elles détruisent le mystère. Car le mystère, le vrai, celui qui traverse les images spirites, les rêves, les ectoplasmes, ce mystère-là n'existe que parce qu'il échappe. Et rien n'échappe aux IA. Tout est réduit, tout est lisse, tout est calculé, tout est déjà vu. Alors gardez bien à l'esprit que chaque siècle a ses trucages, et nous sommes dans le trucage du trucage. Parce qu'on est complètement dégénéré, autant que ces spirites. On est des spirites à écran. On est complètement possédé par ces putains de téléphones, ces putains d'images, ces putains d'applications. Moi le premier, je vous les jette pas la pierre les cocos. Je suis un encrassé vivant. Et j'ai beau me décrasser par le sport, ça ne change rien, mon âme est souillée. Les amis, n'oubliez pas une chose, c'est de prier. Non pas pour demander, mais pour remercier. À très bientôt pour de l'histoire de l'art, farfelu, mystico, de soin, comme j'adore. Il y a tellement de sujets. Merci en tout cas pour ceux qui me soutiennent déjà. Et puis au pire, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Désolé pour la rhétorique YouTube. Mais tu likes, tu partages à des potes. Ça fait déjà beaucoup pour moi, pour la chaîne, pour la mysticosphère. À tout bientôt les amis. Je vous embrasse.